Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter un travail qui n'est pas encore publié, qui sera publié dans une revue en 2020, qui s'intitule La démultiplication des ethos dits et montrés. Et puis je le reformule dans ce que vous avez entre parenthèses en parlant de présentation de soi, parce que l'éthos égale la présentation de soi, mais je dis une présentation de soi représentée, évidemment représentée par le narrateur parce qu'on est dans un récit, et ce qui s'ensuit en matière de prise en charge et de responsabilité énonciative. Ce sera la fin de mon propos. Alors, je vais analyser l'éthos de François Hollande, notre ancien président de la République, dans un extrait d'un ouvrage qui s'intitule « Rien ne se passe comme prévu ». Et cet ouvrage, c'est un récit qui a été écrit par un écrivain relativement connu en France, qui s'appelle Laurent Binet, qui a d'ailleurs écrit un très bon roman policier sur la linguistique qui s'intitule La septième fonction du langage. Si vous voulez lire quelque chose de délicieux, il faut lire ça. Et donc, il s'est installé une habitude depuis, au fond, la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, que les candidats soient accompagnés durant toute la campagne électorale par des écrivains qui font la proposition aux candidats de les suivre, et puis évidemment les candidats les ratifient. Et donc en 2007, c'était Yasmina Reza qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « L'aube, le soir ou la nuit ». Avec donc François Hollande, ça a été Laurent Binet, et puis pour Emmanuel Macron, on a eu Philippe Besson, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Un personnage de roman ». Donc c'est un nouveau genre qui est en train de s'installer en France. Ça n'est pas de la fiction, parce que c'est un compte-rendu de campagne, mais ça n'est pas un documentaire. C'est quand même un travail qui a une dimension documentaire, mais qui porte la griffe de l'écrivain. Le contraste, c'est que l'écrivain a toute liberté pour suivre le candidat dans son intimité partout. Donc il a un privilège assez extraordinaire par rapport à tous les journalistes. Il voit beaucoup plus que ce que voient les journalistes. Alors bien sûr, il y a une sorte de contrat moral entre l'écrivain et le candidat, à la fois de ne pas nuire au candidat, de respecter sa parole, mais dans le même temps, il a sa liberté de créateur. En sorte que ça n'est pas de la fiction, ça n'est pas un documentaire, ça n'est pas non plus un docu-fiction, c'est, je vais dire, un genre émergent qui s'intitule, que j'intitule, alors avec des tirets entre tous les mots, le récit de campagne de l'élection présidentielle, écrit par un écrivain non professionnel de la politique, qui suit le gagnant de l'élection depuis ses débuts jusqu'à sa victoire finale, et qui ne publie son livre que si le candidat gagne, parce que bien évidemment ça n'a de sens que pour le candidat qui est élu. Et on peut imaginer qu'il y a d'autres écrivains qui suivent d'autres candidats, mais à partir du moment où il est battu, eh ben, ma foi, le livre tombe à l'eau. C'est comme ça. Donc, voilà pour vous présenter un peu le contexte. Deuxièmement, l'extrait que j'ai choisi, c'est un moment absolument déterminant en 2012. C'est le moment de l'entrée vraiment officielle en campagne de François Hollande, une fois qu'il a été élu au terme des primaires. Donc à ce moment-là, c'est le candidat de tous les socialistes, et même, pas de toute la gauche, mais quand même des socialistes, des radicaux, etc. Et il prononce ce fameux discours qu'on appelle le discours du Bourget. C'est son discours officiel d'entrée en campagne qu'il prononce le 22 janvier 2012. Et c'est une date absolument déterminante parce que il faut réussir cette entrée en campagne. Si vous la ratez, c'est quand même très embêtant. Et il fait un discours extraordinaire. Il réussit son entrée en campagne alors que François Hollande avait la réputation d'être un dirigeant un peu mou, un socialiste pas très offensif. Là, il surprend son monde et il va captiver son auditoire et il va vraiment marquer des points. Et
donc, si vous voulez, ça c'est un moment charnière parce que il réussit là où beaucoup craignaient qu'il passe pour un candidat un peu faible. D'autant, je vous le rappelle, parce que le titre, ça s'appelle « Rien ne se passe comme prévu », parce qu'il faut se souvenir qu'en 2012, le candidat qui devait être celui des socialistes et qui était assuré d'avoir la victoire, c'était Dominique Strauss-Kahn. Mais vous savez bien qu'il y a eu l'affaire du Sofitel entre-temps, qui l'a empêché d'être candidat. Je vous rappelle qu'avec Michel Monte et puis Grassa, nous avons écrit sur, et puis vous avez tout un tas de collègues ici, Rosalis, etc., qui ont participé, donc un ouvrage sur comment les médias disent les émotions sur cette affaire qui a été le fait divers certainement le plus couvert mondialement dans la presse. Et donc, évidemment, François Hollande n'était pas du tout attendu. D'ailleurs, au moment où on était assuré que Dominique Strauss-Kahn soit élu président de la République, Hollande s'était déjà déclaré candidat. Il avait 1% dans les sondages. Et puis, à partir du moment où Strauss-Kahn est empêché, il va grignoter, monter dans les sondages et finalement battre Martine Aubry, etc., etc. Donc, ce moment, c'est un moment charnière, non seulement parce que Hollande prend à contre-pied tous ses détracteurs en se montrant comme un homme de gauche convaincu, engagé, sachant entraîner les foules, mais dans le même temps, c'est un discours qui lui a été constamment reproché. Parce que les électeurs ont entendu que Hollande faisait plein de promesses de changer la vie, de changement, et la politique qu'il a adoptée immédiatement après a été en contradiction avec ce discours magnifique. Donc, pour moi, rien ne se passe comme prévu, et ce moment-là, ça annonce aussi un deuxième moment où rien ne se passe comme prévu, c'est 2017, alors qu'il est président sortant, que tout le monde s'attendait à ce qu'il se représente, il est empêché de se représenter parce qu'il y a tout un tas d'histoires, que son bilan n'est pas extraordinaire, qu'Emmanuel Macron s'est présenté, occupe tout le terrain, que Manuel Valls, le Premier ministre, fait tout pour l'empêcher de se présenter en pensant pouvoir se présenter, mais le Premier ministre Valls s'est battu aux primaires. Donc, si vous voulez, il me semble, et c'est ce que je voudrais montrer à travers une réflexion un peu inédite sur la prise en charge et la responsabilité, il me semble que le discours de 2012 annonce déjà, par les confusions qu'il y a autour de sa réception, il annonce déjà l'échec de Hollande en 2017. Voilà. Mais avant d'en arriver là, ce que je voudrais analyser d'abord, ce sont les formes du discours rapporté. C'est d'ailleurs pour des collègues anglicistes qui sont spécialistes du discours rapporté que j'ai écrit ce texte, qui me demandaient d'analyser des formes un peu inédites de discours rapporté. Donc je vais analyser d'abord ces formes de discours rapporté et qui sont en effet très originales. On peut parler d'un discours rapporté direct qui est manipulé, et ça me permettra ensuite d'analyser dans un deuxième temps l'éthos. Parce que bien évidemment, il y a l'éthos de François Hollande à travers son discours, quand il parle, quand il y a du discours direct. Mais comme ces paroles de François Hollande étant chassées dans un récit de Laurent Binet, qu'il y a une sorte de contextualisation, de dramatisation opérée par le narrateur. Et ça va m'amener à faire l'hypothèse, un peu inédite, qu'il y a un dédoublement de l'éthos. Il y a un éthos dit et montré, ça c'est, j'y reviendrai, analysé par Mingnaud, qui est celui du locuteur François Hollande, mais il y a un éthos dit et montré de François Hollande qui est représenté par le narrateur Laurent Binet, le locuteur citant. Et donc, ça n'est pas exactement le même ethos, j'y reviendrai, et alors ça a des implications évidentes en termes de prise en charge et de responsabilité énonciative. J'en viens à ma première partie, donc, ces manipulations du discours représenté. Il faut dire que le discours, enfin, le terme habituel qu'on emploie, c'est discours rapporté. Hein, discours rapporté. Moi, je préfère, comme Vion, comme Nolke, dans certains cas, parler de discours représenté, parce que le discours rapporté, il est toujours rapporté par un locuteur citant qui le contextualise d'une certaine façon à l'avantage du locuteur citant. Donc c'est une représentation.
Et je vais vous le démontrer, y compris lorsqu'on a du discours rapporté ou représenté direct. Le discours direct, c'est la forme, théoriquement, aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans l'Antiquité, c'était l'inverse, mais c'est la forme qui est la plus respectueuse de ce que dit l'autre, puisqu'on cite ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Eh bien, ici, vous allez voir que le locuteur cité, c'est-à-dire François Hollande, voit sa parole rapportée d'une façon qui est tout à fait inhabituelle, qu'on ne trouve pas dans les médias, on ne pourrait pas le trouver dans les médias, mais dans un récit dans lequel le narrateur a une telle importance, on va trouver ça. Avant d'analyser ces formes, il faut que je vous dise encore autre chose. C'est que Laurent Binet, qui est un écrivain, un jeune écrivain, mais très prometteur et très talentueux, il n'est pas du tout socialiste. Il dit dans le roman, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important, parce qu'il le théorise dans le roman, c'est le fils d'un militant communiste, donc plus à gauche que les socialistes, et il est assez sensible au discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est un ancien socialiste qui a quitté le Parti socialiste, qui a fondé un nouveau parti, qui s'est associé au Parti communiste. Et bon, ce parti, ça s'appelle la France Insoumise, et vous savez que Mélenchon a fait un très gros score à la dernière élection présidentielle. Donc c'est quelqu'un qui a un positionnement plus radical que les socialistes. Et donc Binet est assez sensible, du fait de ses origines familiales, mais de ses choix idéologiques, à un discours de gauche plus radical que celui que tient François Hollande. Dans le même temps, il est un peu gêné par Mélenchon parce qu'il le trouve trop violent dans son discours et puis pas assez unitaire. Vous voyez ? Et alors, je pense que François Hollande, évidemment, même s'il ne connaissait pas Binet, il s'est renseigné sur lui. Et avant d'accepter, il a dû réfléchir en se disant, est-ce que c'est intéressant que je sois suivi dans ma campagne par quelqu'un qui n'est pas socialiste? Et je pense que comme François Hollande est tout à fait intelligent et un homme réputé pour faire des calculs politiques assez byzantins, il a dû se dire que quelqu'un qui n'était pas de son camp, qui le suivait et qu'il pouvait séduire, ce serait, d'un point de vue argumentatif, une aide assez extraordinaire, parce que ce n'était pas un soutien gagné d'avance. Et vous allez le voir très bien dans le texte que je vais présenter, qui représente un gros morceau de bravoure d'une dizaine de pages dans le roman. Alors, je vais vous donner tout un tas d'exemples qui montrent que ce discours rapporté direct ou représenté direct, il est manipulé et il ne correspond pas aux règles de rapport traditionnel du discours direct. C'est que, premièrement, regardez l'exemple 1, le discours direct, il est incomplet au plan syntaxique comme au plan sémantique. Hein? Présider la République, ce n'est pas, et on s'attendrait à ce qu'on ait l'élément central de la prédication, on l'a pas. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que cet exemple 1, il est reformulé par l'exemple 2, et dans l'exemple 2, la reformulation du discours direct n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, un discours indirect qui résumerait le contenu d'une façon relativement précise, mais on a un discours narrativisé qui est réduit à l'essentiel, comme si au fond ce qui était dit était relativement anecdotique, en tout cas comme si ça pouvait être résumé d'un terme. Vous voyez, dénonciation méthodique de l'affairisme, du lepénisme qui a duré pendant 5 ans, c'est une contraction d'un mouvement oratoire qui a duré plusieurs minutes. Donc, on réduit à l'idée essentielle. D'accord ? Et deuxième élément, c'est que le discours direct, il est rapporté incomplètement, et cette fois-ci avec ces maladresses d'expression, ce qui est très rare. Puisque vous avez ici, regardez l'exemple 3, une maladresse sans conséquence mais qui traduit un peu de nervosité, ça c'est le commentaire de Laurent Binet, du narrateur, le dévouement de ceux qui se dévouent. D'accord ? Donc on a là vraiment un regard assez impitoyable qui veut insister sur le fait que, alors que Hollande est un excellent orateur, qu'il a un contrôle de lui que tout le monde lui reconnaît, qu'il ne fait pratiquement jamais de faute de syntaxe, etc. Bon, il s'agit de souligner qu'il y a l'émotion, il y a le début du discours,
savez, entrer dans son discours, c'est pas si simple comme entrer dans une conférence. Et donc il y a ce petit trac qui est trahi par cette faiblesse du discours. Troisième argument, c'est que les fragments qui sont entre guillemets, ils sont incomplets et de plus, ils intègrent les commentaires du narrateur. Ça ne se fait pas en principe quand un journaliste rapporte, il y a bien deux sphères, il y a le discours rapporté, éventuellement le commentaire, mais il est à l'extérieur du discours rapporté. Ici, les commentaires sont à l'intérieur du discours rapporté, et deuxièmement, ces commentaires, ils sont terriblement irrespectueux, puisque c'est sous la forme d'une onomatopée, dans l'exemple 4. Donc, vous voyez, l'exemple 4 est quand même assez extraordinaire. Ça semble réduire au fond le discours politique à une sorte de langue de bois tournant à vide. Vous voyez, blablabla, bla, 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 c'est-à-dire, allez, on sait tout ça, etc. Ça n'est pas très intéressant. Et puis, dans l'exemple 5, vous avez encore un autre commentaire assez extraordinaire. Rien ne m'a été donné, entre parenthèses, coucou Martine, c'est évidemment l'allusion à celle qui était l'ancienne dirigeante du Parti socialiste et qui était la candidate la plus dangereuse pour François Hollande, qui est, comme on dit dans le vocabulaire de Bourdieu, une héritière, c'est la fille de Jacques Delors. Donc évidemment, vous voyez, ça c'est le narrateur qui décode l'allusion, et d'une façon quand même très irrévérencieuse, et à l'égard de Martine Aubry et à l'égard de François Hollande. Et puis, quatrième argument pour dire qu'on a bien un discours manipulé, c'est que lorsque le discours direct est complet, ce qui, pour l'instant, ça n'a jamais été le cas dans tous les exemples que j'ai donnés, lorsque le discours direct est complet, il est quand même fréquemment interrompu par des points de suspension qui sont ajoutés par le narrateur, et il est quand même toujours entrelardé, comme dans les deux exemples précédents, de commentaires du narrateur. Et on a ça, vous voyez, dans l'exemple 6, par exemple, c'est particulièrement sensible dans ce que j'ai mis en italique. Vous voyez, on a un discours avec des petits bouts de discours. Alors, le discours, il est complet, mais il est constamment entrelardé de commentaires en italique. Et vous voyez qu'il y a presque autant d'italique que de discours de François Hollande en caractère romain. J'espère qu'on a gardé les italiques. Oui. Donc, on a, si vous voulez, cet effet qui est encore plus fort lorsque les commentaires font ressortir les trucs, les habiletés du candidat ou alors de ceux qui ont écrit le discours pour lui. Hein, c'est un certain nombre de collaborateurs politiques. Et c'est le cas dans l'exemple 7. Ce qui fait que, vous voyez, on a des commentaires qui semblent insister sur la ruse, on pourrait dire dans un sens plus négatif, la rouerie d'un candidat politique, un politicien professionnel qui sait y faire. Hein, pour capter l'attention de l'auditoire, etc. Mais en tout cas, vous sentez aussi derrière ça les réticences de Laurent Binet. Parce que Laurent Binet n'est pas de cette paroisse, si je peux utiliser ce terme religieux, de cette famille politique. Donc il est un peu comme un petit chien, un petit roquet là, qui aboie après les gens. Et vous voyez, il y a un peu une posture de méfiance, voire pas de haine, mais de méfiance à l'égard de ce professionnel de la politique. Et lorsqu'on a des grands mouvements oratoires, c'est très très rare, mais lorsqu'on a des grands mouvements oratoires de discours direct, ils sont constamment entrecoupés de commentaires, et ces commentaires sont toujours distanciés à minima ou ironiques à maxima. Vous voyez, c'est l'exemple 8, l'égalité, l'égalité. Alors François Présidente, vous voyez les commentaires ironiques. J'ai même oublié de mettre en italique, je m'en aperçois à la fin. Maintenant, il pourrait réciter le bottin, que la foule s'embraserait pareil, etc. Donc, je résume, on est face à des manifestations d'un discours représenté qui est manipulé. Manipulé, en l'occurrence, ici, il faut le prendre en un sens bien particulier. Ça renvoie au fait que le locuteur citant, c'est-à-dire le narrateur ou le locuteur primaire, Laurent Binet, il intervient sur la structure du discours direct, ce qui n'est en principe pas de règle lorsque on rapporte la parole de candidats politiques, et il intervient, mais il faut bien le mesurer,
cette intervention ne signifie pas qu'on a une intervention de mauvaise foi. Parce que l'idée de manipulation, c'est souvent une idée qui est alliée à l'idée de mauvaise foi. Non, il y a de la distance, mais pas de la mauvaise foi. Et de ce point de vue, si vous voulez, il me semble que c'est quelque chose qui relève de second plan descriptif, explicatif, commentatif, qui donne des éléments qui renvoient au point de vue du locuteur énonciateur primaire et qui font entendre qu'il y a constamment ce point de vue qui est quand même surplombant à l'égard du point de vue du futur président de la République, du candidat à la présidence de la République. En principe, c'est l'inverse qui doit être, même si d'un point de vue énonciatif, le locuteur cité François Hollande est dans une situation d'infériorité énonciative, d'un point de vue du rapport des paroles, c'est l'inverse, mais ici, on a vraiment ce regard surplombant du narrateur. Et je vois que Daniel van der Wecken fait comme souvent les hommes quand on va à la messe, ils arrivent après le sermon ou quelque chose comme ça. Là, c'est à la fin de la première partie. Bon, bah, c'est comme ça, il a raté la première partie. Bonjour Daniel. Pour une entrée qui devait passer inaperçue, c'est raté. Bien. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième partie, l'éthos de François Hollande, c'est-à-dire ici un éthos dit ou un éthos montré. En principe, on parle d'éthos dit ou montré, et moi je vais dire que ça c'est un éthos dit 1, avec suivi du numéro 1, ou d'un éthos montré 1. Pourquoi? Parce que je vais dissocier l'éthos dit 1 et un éthos dit 2, etc., etc. Alors, quels sont mes cadres théoriques de référence rapidement, parce que tout le monde connaît ça? Évidemment, les travaux d'Aristote, ceux de Ducrot, ceux d'Amossi, de Kerbrato-Recchioni, ceux de Bourdieu d'une certaine façon, qui sont intéressants aussi dans son livre de 82. Et puis surtout, je m'appuie ici sur les travaux de Mingnaud 87, mais vous avez ça, les références normalement dans la bibliographie, et de Mingnaud 1999, et puis aussi de Mingnaud 2014. C'est un de ces articles les plus récents et qui me semble particulièrement intéressant pour les raisons que j'expliquerai juste après. Bien sûr, je rajoute aussi une dimension qui me semble importante, qui est un regard interactionniste sur l'éthos. Parce que ce n'est pas du tout la même chose dans les analyses conversationnelles ou les analyses interactionnistes. Alors ici, chez nous en France et à Lyon, c'est bien sûr le point de vue de Catherine Kerbrato-Recchioni qui est important, parce que dans l'interaction face à face, on a quelque chose qui analyse l'éthos pas simplement d'après les caractéristiques verbales, parce que souvent ces analyses, elles sont verbocentrées, et on oublie qu'il y a toute une dimension multimodale qui est importante, interactionnelle, qui est importante quand on analyse l'éthos. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau de faire référence à Catherine Kerbrato-Recchioni, mais Kerbrato-Recchioni, c'est bien quand on analyse des interactions en face à face, mais ici, ce n'est pas le cas. D'abord, c'est un discours monologal, et deuxièmement, c'est un discours monologal qui est rapporté par un écrivain. Mais précisément, comme c'est rapporté par un écrivain, l'écrivain, il a la possibilité de, comme fait n'importe quel romancier, quand vous regardez chez Balzac, Stendhal et chez n'importe quel romancier brésilien, ce sera la même chose, Amado ou d'autres, vous voyez bien que le narrateur, il peut verbaliser des gestes, des intonations, des mimiques, etc. Et donc, il y a bien une dimension multimodale qui est représentée, et qui me servira pour l'analyse de l'éthos dit 2 et de l'éthos montré 2 ensuite. Alors, si vous voulez, ça m'amène donc à complexifier l'analyse de l'éthos, qui est souvent limitée à l'éthos dit ou à l'éthos montré. Et je vais faire l'hypothèse qu'il y a donc un éthos montré 1 qui est celui qui est montré par un certain nombre de phénomènes de la monstration linguistique dans le discours de François Hollande par François Hollande, et puis il y a
un ethos montré 2, qui est la contextualisation de l'ethos de François Hollande par Binet. C'est un enchâssement d'ethos, si vous voulez. Ah, c'est l'ethos de François. Alors, ce n'est pas vraiment l'ethos de François Hollande, c'est l'ethos qui est représenté par le locuteur premier, mais qui concerne quand même François Hollande. Mais c'est une construction de Laurent Binet, mais qui concerne François Hollande. Et si on fait cette hypothèse pour l'ethos montré, eh bien, je pense qu'on peut la faire aussi pour l'ethos dit. Donc, il y a un ethos dit 1 qui est de la responsabilité de François Hollande, et puis il y a un ethos dit 2 qui est de la responsabilité du locuteur primaire, le narrateur, qui contextualise cet ethos premier de François Hollande. Et si vous me suivez sur ces hypothèses, je crois que ça en génère une troisième, ça en engendre une troisième, qui est qu'à partir de ce moment-là, on doit se poser la question de la prise en charge. Qui prend en charge? Alors évidemment, l'éthos premier, c'est le locuteur cité, c'est François Hollande. L'éthos 2, c'est plus compliqué parce que c'est, évidemment, on va faire l'hypothèse, c'est le locuteur citant, donc c'est Laurent Binet, mais vous allez voir qu'il y a des moments où il y a une sorte de complicité, de consonance, et c'est surtout vrai à la fin du discours, et ça pose des problèmes sur une prise en charge qui est assez ambiguë, mais à la fin du discours, c'est-à-dire à la fin du discours, quand Hollande a réussi à emporter l'adhésion de tout le public, et ça je le montrerai demain soir pour l'analyse des identités collectives, et lorsqu'il a aussi réussi à convaincre Laurent Binet, qui était réticent, que vraiment c'est le candidat qu'il fallait pour la gauche. Donc, j'en viens à mon point 2, l'éthos du locuteur second François Hollande, ethos dit 1, ethos montré 1. Et je vais passer assez vite, mais je vais m'appuyer ici sur les travaux de Dominique Mingueneau 2014, qui me semble assez innovant, parce que Mingueneau propose une sorte de jeu, comme un peu un jeu de cartes, où on peut jouer avec ethos dit, ethos montré, soit, et c'est le premier cas, on a un ethos dit sans ethos montré, on peut avoir un deuxième cas, on peut avoir la congruence de l'ethos dit et de l'ethos montré, et puis on peut avoir un troisième cas où on peut avoir de l'ethos montré sans ethos dit, ce qui est relativement rare, mais ce qui est au fond théoriquement pensable. Et donc je vais d'abord prendre les exemples que donne, vous me suivez jusqu'à présent, enfin ce serait bien le temps que je m'en assure, mais ça va comme je parle, oui. Donc finalement je ne sais plus ce que je voulais dire en posant la question. Oui, je vais prendre, si je sais. Je vais prendre les exemples de Dominique Mingueneau, et puis ensuite, après les avoir rapidement analysés du point de vue de Dominique Mingueneau, je prendrai des exemples dans le discours de Laurent Binet. Donc, premier cas de figure, ethos dit sans ethos, alors ethos dit 1, si vous voulez, sans ethos, montré 1. Voilà, ce sont les exemples 9 et 10 que je vous laisse lire. Et dans ces exemples 9 et 10, Mingueneau dit qu'il n'y a pas d'éthos montré. Il va jusqu'à écrire qu'il y a un effacement d'éthos montré, comme on parle d'effacement énonciatif. Et cette impression d'effacement, elle provient du fait que les informations sont interprétées comme des données factuelles, qui sont indépendantes de tout jugement de l'énonciateur. Donc, quand vous avez des expressions du type forme généreuse, généreux, sensible et romantique, ça renvoie à une catégorie des formes généreuses, des gens généreux, des personnes qui sont sensibles et romantiques, et c'est une catégorie posée comme relativement objective, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a uniquement un ethos dit. Mais alors, évidemment, c'est fragile, cette distinction. En tout cas, elle est fragile. Si on considère ces éléments comme des données objectives, catégorielles, on a un ethos dit sans ethos montré. Maintenant, on peut considérer aussi qu'il y ait bien en puissance un ethos montré. Là, je me fais l'avocat du diable et je montre que ce que dit Mingueneau, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'il dit, mais si on considère que ces formes sont malgré tout subjectives quelque part, et si on considère surtout que
la façon dont il présente, dont les locuteurs se présentent, elle est très économique, mais que c'est une façon, par l'économie, de montrer, sans expansion excessive, mais c'est quand même une façon de montrer par la retenue, et ça relèverait d'un ethos montré. Donc, si vous voulez, les formes, c'est intéressant de penser qu'il y a un ethos dit sans ethos montré, mais il faut bien penser que c'est relativement fragile. Et on peut avoir ce genre de choses dans le discours de François Hollande, dans les exemples 11 et 12. Vous voyez, j'ai reçu du temps du travail, je n'ai pas besoin de changer en permanence pour être moi-même. C'est-à-dire que François Hollande, il évoque son parcours personnel de façon très sobre. C'était le cas dans les exemples 9 et 10. Et vous verrez que c'est très sobre par opposition, ne serait-ce qu'à l'exemple 13 qui suivra. Donc c'est à la fois attendu parce que c'est en congruence avec la modestie qui sied pour évoquer à la fois sa face positive et même sa face négative. Et on peut quand même toujours dire que cette économie de moyens, c'est une ruse suprême, et ça relèverait de la monstration, pour faire valoir des qualités tout en se posant comme quelqu'un de modeste et en n'insistant pas beaucoup sur ses qualités. Bon, en tout cas, on verra que c'est un peu l'hypothèse d'ailleurs que fait le narrateur quand il ajoute ses commentaires un peu irrévérencieux à l'égard de François Hollande. Donc, premier cas de figure, ethos dit sans ethos montré. Deuxième cas de figure, il y aurait une convergence, c'est souvent la règle. Le cas 1 est plus problématique. Le cas 2, c'est la règle, une convergence entre l'ethos dit et l'ethos montré, que Maguenot exemplifie dans l'exemple 13, c'est-à-dire ici, vous voyez, dans l'exemple 13, il y a un étayage réciproque entre ce qui est dit, ce qui est montré, qui en principe, si vous voulez, n'est pas sensible à la négation, etc. Et au fond, on a une implication du locuteur dans son dire, avec l'emploi des adverbes, regardez naturellement, l'implication, l'adverbe à vrai dire, l'emploi de la négation restrictive, ne peut s'adresser qu'aux hommes, et au fond, un effort pour coller à l'idéal masculin qui est décliné. Et il me semble qu'on retrouve des convergences d'ethos dits et montrés, analogues, par exemple dans l'exemple 14 qui illustre ce que dit François Hollande. Vous voyez, c'est un exemple assez amusant. On a une convergence de l'ethos dit et montré qui est sensible dans la dramatisation de l'argument, qui est un argument qu'utilisait souvent la droite contre François Hollande, qui était, mais voilà, un homme qui n'est qu'un politicien professionnel, qui n'a fait que diriger le Parti socialiste, qui n'a jamais eu de mandat national, qui n'a jamais été ministre. Il était député, mais pas ministre. Et alors, si vous voulez, cet argument, il est traité avec une grande distanciation ironique, parce que, par un sous-entendu, Hollande retourne l'argument contre leurs auteurs, qui, souvent, ceux qui font ce reproche à François Hollande, c'est des gens qui ont été eux-mêmes X fois ministres, et qui n'ont pourtant pas laissé un souvenir impérissable, parce que leur action n'a pas été extraordinaire. Et puis, cette modalisation ironique, elle est redoublée par le fait que, à François Hollande, on reproche de n'avoir jamais été ministre, à François Mitterrand, la droite reprochait de l'avoir été trop, donc vous voyez les arguments de convenance, et de plus, François Hollande, alors c'est déjà habile de se servir de l'argument de la caution, c'est un argument d'autorité, de se comparer à François Hollande, qui quand même passe pour être un président de gauche, même si on veut mettre des guillemets à gauche, mais qui a été un des plus grands présidents de la Ve République. Vous voyez, donc c'est un argument habile. Et le deuxième argument habile, c'est que la deuxième référence qu'il choisit, c'est Clémenceau, qui était un radical, qui était plutôt un homme de droite, et qui n'a jamais été président de la République, mais à l'époque, le président de la République n'avait aucun rôle. Il a été président du Conseil, donc Premier ministre, mais il est arrivé à être Premier ministre, il avait plus de 70 ans. Donc, si vous voulez, l'argument consiste à dire moi, je vais arriver président de la République avant l'âge du tigre, de Clémenceau. Donc, vous voyez, c'est mettre les rieurs de son côté. Et donc, il y a bien là, dans cette mise en scène ironique,
association très forte de l'éthos dit et de l'éthos montré. Et on a d'autres exemples de cette convergence. Vous voyez, dans l'exemple 15, à la fin de son discours, c'est la formule qui a imprégné durablement toute la campagne, lorsque François Hollande dit le changement c'est maintenant, le redressement c'est maintenant, la République c'est maintenant, avec ces anaphores qui sont caractéristiques, enfin là, ces épiphores on dirait, puisque c'est à la fin, hein, ces répétitions, qui sont caractéristiques du style oratoire de François Hollande. Et vous voyez, vous avez des capitales, ce sont des capitales qu'on appelle des capitales de vocifération, pour dire évidemment la hausse du débit. Et bien sûr, elles sont de la responsabilité du narrateur, mais quand vous écoutez le discours, parce qu'il a été enregistré bien évidemment, vous voyez qu'il y a un haussement, évidemment c'est la péroraison du discours, donc il est emporté, vraiment emporté, et il emporte la foule avec lui, qui crie, enfin c'est l'enthousiasme généralisé. Et donc là on voit bien qu'il y a dans cette répétition épiphorique une alliance du dit, parce que le changement est imminent, et de la monstration par la répétition que ce sera un changement tous azimuts dans toutes les directions. Et donc on voit bien ici les modalités exclamatives qui sont répétées plusieurs fois, la structure clivée des énoncés sont la marque d'un profond engagement dans l'appel à la mobilisation, dans un discours dont la direction au fond souhaite que le monde se conforme à la réalité du discours. Bon. Alors, troisième cas de figure, c'est qu'on a un ethos montré avec effacement de l'ethos dit. Alors c'est un cas de figure beaucoup plus atypique encore que le premier, et il est exemplifié par une petite annonce. Mingnaud adore les petites annonces, j'aurais dû le dire, ce sont des petites annonces sur des sites de rencontres, hein, depuis le début, il a beaucoup analysé ça, Mingnaud. Alors, on n'en tirera aucune conclusion à l'égard de Mingnaud. Donc, vous voyez, c'est une petite annonce tout à fait atypique, parce que, bon, ça fait pas sens pour vous, et je pense pour des Français qui ne sont pas cultivés. Je ne dis pas que vous êtes des Brésiliens pas cultivés, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais pour des Français pas cultivés, ils ne comprennent rien du tout, parce que c'est une allusion à un poète très célèbre, mais très confidentiel, qui est René Char, un très très grand poète de la Résistance, entre autres, mais Impose ta chance, etc. C'est vrai. Mais bon, à part ceux qui ont fait des études de lettres, personne ne connaît ça. Donc, si vous voulez, ce gars qui fait cette annonce, il veut se montrer d'une certaine façon. Le contenu, on ne sait pas ce que ça veut dire, vous voyez bien. Donc, on a là quelque chose qui est très peu décodable. Et au fond, c'est le mystère que cherche à jouer celui qui joue de cet ethos montré. Mais pour le reste, si la personne lit ça et qu'elle veut se faire une représentation, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est impossible de se faire une image du locuteur. Donc on a là, si vous voulez, quelque chose de tout à fait atypique, dans une annonce matrimoniale. Et évidemment, c'est assez inimaginable de penser qu'on puisse trouver ce genre de choses dans un discours politique. D'accord ? C'est pas possible. Le discours politique, c'est d'abord un contenu programmatique, donc ce qui compte, c'est l'alliance du dit et du dire. Hein, c'est le cas numéro 2 qui est le cas tout à fait attendu. Donc ici, on va le trouver, mais si vous voulez, c'est vraiment des bouts de petites phrases, et notamment lorsqu'on a prolongement de la séquence personnelle dans l'exemple 17, je. Mais vous voyez, l'exemple que je donne, il est tout à fait ambigu parce qu'il insiste sur la mise en scène de soi en tant que personnalité, volonté, hein, le choix du je. Vous voyez, c'est pas le contenu, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de prédication. Il y a juste le sujet de la prédication, et ça renvoie à des caractéristiques qui ont été souvent évoquées par les linguistes, par exemple Calvet et Véronis, qui ont analysé le discours politique depuis une quinzaine d'années. C'est la montée en puissance du je, c'est la montée en puissance des verbes de volonté. Mais là, on n'a que du je. Donc, si vous voulez, la présentation de soi, mais qui est centrée sur le je. Mais vous voyez bien que
le discours de François Hollande, il ne dit pas je. C'est Laurent Binet qui dit je et qui ne donne pas les prédicats qui suivent les jeux. Donc on n'est plus dans... Vous voyez, si tant est qu'on puisse avoir une déconnexion de l'éthos montré et de l'éthos dit, cette déconnexion de l'éthos, elle est opérée par le locuteur citant Laurent Binet, mais pas par François Hollande. Donc ça m'amène, si vous voulez, à prendre le problème à un autre bout et à imaginer comment il y a des ethos dits de et montrés de qui sont de la responsabilité de la contextualisation de l'éthos 1 et de dit 1 et de l'éthos montré 1 de François Hollande. Alors, on a donc un ethos dit 2 avec effacement de l'éthos montré 2. Je reprends la première catégorie. Et ici, si vous voulez, ça apparaît, je crois, dans l'exemple 18. Et l'exemple 18, c'est un exemple qui complète l'exemple 11. Ce serait peut-être intéressant, mais là, ce ne sera pas possible de les avoir ensemble. C'est-à-dire que l'exemple 18, il fait entrevoir tout de suite la différence entre un ethos montré 1 et sa représentation par le narrateur, c'est-à-dire un ethos montré 2, avec une distanciation qui souligne le caractère stratégique de cette présentation de soi. C'est une présentation de soi qui est lyrique, mais évidemment, c'est une présentation qui n'est pas sans arrière-pensée critique, puisque, vous voyez, le narrateur, il souligne, par exemple, l'expression « crochet au passage » contre François Hollande, donc il décode tout un tas d'allusions. Et donc, on a une réinterprétation de l'éthos 1 de la citation, et cette réinterprétation, elle est bien sûr opérée par le locuteur citant le narrateur, et elle est réinterprétée comme une stratégie discursive. Vous voyez les commentaires du binaire et du ternaire pour négocier le virage lyrique, ça me plaît bien. Et donc, on a un ethos dit 2 qui réduit au fond, là on a déjà une posture de surénonciation, qui réduit au fond le discours de François Hollande à une stratégie. Et alors, cette réduction à une stratégie, il faut bien remarquer qu'elle n'est pas prise en mauvaise part, parce que le narrateur exprime son appréciation, hein, ça me plaît bien, mais on reste en droit de se demander si cette approbation pour Hollande, elle porte sur le fond du discours, ou si elle se limite à apprécier en connaisseur de l'art oratoire, au fond d'artiste à artiste, hein, d'artiste à artiste, la performance de l'homme politique qui sait faire partager ses émotions, quel que soit le contenu de son discours. C'est quand même relativement ambigu dans cette contextualisation de l'éthos montré 1 et cette donc transformation en ethos montré 2. Deuxième cas de figure, on a une convergence de l'éthos dit 2 et montré 2. Et ça, je crois qu'on le voit très bien dans l'exemple 19, notamment dans tout ce que j'ai mis en italique dans l'exemple 19. Ça, c'est la totalité de l'exemple. Alors après, vous voyez la formule qui est la formule célèbre, le changement c'est maintenant. On voit que ici, donc ça reprend l'exemple 15, mais ça le complète. Les commentaires du narrateur qui sont en italique, ils soulignent l'efficacité de l'engagement de François Hollande, ils soulignent sa détermination d'orateur et ils explicitent les effets que sans doute François Hollande voulait produire pour effacer les images négatives qui étaient très fortes, ces images qui lui collaient à la peau. Mais vous voyez que toutes ces italiques renvoient à des commentaires et un jugement qui est pris en charge par Laurent Binet lui-même. Donc il est présenté comme, et ça c'est évidemment un ethos montré très fort, hein, par cette répétition que j'ai dite tout à l'heure, il est représenté comme quelqu'un qui est possédé. Alors, ça pourrait être interprété en un sens négatif de dire que quelqu'un est possédé. On dit de gens qui sont possédés par le démon, etc. Alors je vais le dire au positif, il est habité. Il est habité. Il est habité par, au fond, l'idéal qu'il se donne et l'engagement qu'il prend devant le peuple français. Et puis il est habité aussi parce qu'il sent qu'il est arrivé à convaincre la foule
et à prévenir les images négatives que la foule avait à son égard. Donc il veut réussir son final, et il veut bien sûr réussir sa campagne. Et donc, si vous voulez, il me semble qu'il y a là un unisson. Et donc l'éthos dit 1 et montré 1 de François Hollande, qui est redoublé par l'éthos dit 2 et montré 2 de la contextualisation de Laurent Binet, elle indique un unisson, c'est-à-dire que, au fond, rappelez-vous ce que je vous disais à l'origine, Laurent Binet est quelqu'un qui est d'une culture politique plus radicale que François Hollande, et il est méfiant à l'égard de François Hollande. Merci. Et donc, oui, j'ai simplement 15 minutes de retard, mais je vais faire ce qu'il faut pour terminer à l'heure. Donc on a cette sorte d'unisson. Et puis, dernier cas de figure, je vais passer vite, un ethos montré 2 avec effacement de l'éthos dit 2, eh bien je reprends, parce que c'était déjà le cas, vous l'aviez compris, je reprends l'exemple 17, un crochet au passage. On voit bien que c'est la contextualisation qui est opérée par Laurent Binet lui-même. Donc, si vous voulez, il me semble que cette représentation de l'éthos, avec la possibilité qu'on ait un ethos 10 sans ethos montré, un ethos montré sans ethos dit, un ethos montré congruent avec un ethos dit, et aussi le même phénomène qui se répète au niveau de la contextualisation de l'éthos primaire de François Hollande par la mise en récit de Laurent Binet, eh bien, il me semble que ça pose un certain nombre de questions en termes de responsabilité et de prise en charge énonciative. Alors, je vais couper ce que j'avais prévu de dire. J'en viens tout de suite à ma troisième partie sur cette question-là. Alors, vous avez sans doute le tableau, mais je ne vais pas le commenter outre mesure. Vous voyez bien, c'est ma conception de la prise en charge énonciative. Là où la plupart des gens... Alors, prise en charge énonciative, ça concerne les énoncés. La responsabilité, on verra plus tard. Là où la plupart des gens opposent prise en charge à non prise en charge, moi, je mets au niveau supérieur prise en charge des points de vue que prend en charge le locuteur énonciateur pour son propre compte, et je distingue sur le même niveau de responsabilité une quasi-prise en charge ou une prise en charge pour les points de vue que le locuteur premier impute, c'est-à-dire imagine être ceux d'un locuteur second, d'accord? Et c'est par rapport à cette imputation de point de vue qu'ensuite le locuteur premier, il peut manifester dans un rang inférieur son accord, son désaccord, c'est-à-dire un phénomène de non prise en charge, ou encore ce que d'aucuns appellent la neutralité, etc., ce que je préfère appeler avec Roulet la prise en compte, parce qu'on prend en compte sans dire si on est d'accord ou en désaccord. Mais vous voyez, cette opération d'accord, de désaccord ou de prise en compte, elle est seconde, elle ne peut intervenir parce que si vous êtes d'accord avec le point de vue d'un autre. Et le point de vue d'un autre, forcément, il faut cognitivement l'imaginer comme antérieur et à peu près de même niveau que le point de vue, les points de vue du locuteur premier qui prend en charge lui-même directement. Et puis, je distingue aussi, si vous voulez, l'accord qui est toujours explicite ou le désaccord qui est toujours explicite, parce que vous avez des marques d'un phénomène qui est équivalent à l'accord, mais qui est la consonance, c'est-à-dire on est au niveau implicite. Il me semble qu'il y a un accord, mais il n'y a pas de marques qui le disent. Mais le contexte permet d'inférer l'idée d'un accord. Donc je parle de consonance, voyez. Et puis, même chose, quand le désaccord, on sent bien qu'il y a désaccord, mais il n'y a pas explicitation du désaccord. Donc je parle de dissonance. Bon, ça c'est mon modèle. Et puis, bien sûr, il faut bien prendre en compte le fait que la responsabilité énonciative, ça concerne non pas la prise en charge des énoncés, mais ça concerne la prise en charge du texte dans son ensemble. Et un auteur, il est responsable de son texte,
de tous les énoncés de son texte, y compris des énoncés qu'il ne prend pas en charge. Dans un texte, vous pouvez citer des gens avec lesquels vous êtes en accord, en désaccord, mais vous êtes quand même responsable d'avoir cité, y compris des énoncés avec lesquels vous êtes en désaccord. Vous êtes responsable de ça. Hein. Vous êtes responsable du choix que vous avez fait de citer celui-ci, pas celui-là, etc., etc. Bon. Alors, ici, il me semble qu'il y a un problème relativement à la prise en charge. Vous comprenez bien, lorsqu'on a des exemples comme 21, 22, voire 23 et 24, on voit bien que vous avez un double jeu. Vous avez une prise en charge du discours primaire, enfin du discours rapporté « je suis socialiste, rien ne m'a été donné ». Évidemment, c'est François Hollande qui prend en charge. Quand vous avez les commentaires spécial dédicace à Jospin, rien ne m'a été donné, coucou Martine, c'est le locuteur primaire Laurent Binet qui prend en charge. On est d'accord? Donc on a deux instances qui prennent en charge les choses. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même, vous voyez, il y a double prise en charge. Il n'y a pas de manifestation d'accord. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a consonance ou pas? C'est-à-dire, lorsque Laurent Binet dit « je suis socialiste », lorsque François Hollande dit « je suis socialiste », bien sûr, dans la mémoire d'un Français bien politisé, il y a le discours de Jospin 97 qui dit « mon programme n'est pas socialiste ». Il se présente contre Chirac, il dit « mon programme n'est pas socialiste ». Catastrophe dans l'électorat de gauche, vous voyez. Hein, il voulait ne pas faire peur à la droite, c'est à la gauche qu'il a fait peur, donc évidemment il n'est pas au deuxième tour. Donc bien sûr il y a ces allusions. Il est évident que je pense qu'on peut parler de consonance, parce que lorsque François Hollande dit « je suis socialiste », c'est bien évidemment à Jospin qu'il pense. Vous voyez, mais il ne le dit pas. Donc c'est au fond Laurent Binet qui explicite l'allusion et l'intention de Jospin. Donc il y a deux prises en charge différentes, mais il y a un phénomène qui n'est pas un phénomène d'accord explicite, mais il y a un phénomène de consonance. D'accord? Et ce phénomène, il se produit assez souvent, plus on va vers la fin du discours, c'est-à-dire plus Laurent Binet est séduit par François Hollande, plus il se dit, ben, décidément, j'avais tort d'avoir des réticences à l'égard de François Hollande. Et alors, cette répétition de ce phénomène, ça aboutit sans doute à quelque chose qui mérite d'être pensé, c'est que, comme ça se répète, comme on est dans un meeting, je pense que les phénomènes de prise en charge vont au-delà du mécanisme normal de la prise en charge. Parce que la prise en charge, c'est ce que le locuteur reconnaît comme vrai, les valeurs auxquelles il adhère, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne dit rien sur la vérité profonde extralinguistique de la chose, et ça ne dit rien surtout sur l'engagement personnel, la croyance et le fait que ce que disent les locuteurs, ils y adhèrent de toutes les fibres de leur corps et de leur cœur. Mais il me semble que, et ça c'est spécifique, parce que le phénomène de prise en charge, il faut bien le prendre en compte en le rapportant aux situations. Quand vous êtes dans des situations bien particulières, qui sont des situations souvent institutionnelles, par exemple un discours politique, et pas n'importe quel discours politique, un discours de campagne électorale, un des discours fondateur et fondamental d'une campagne électorale. Ce serait la même chose d'ailleurs avec une prise en charge au tribunal. Quand vous jurez au tribunal, il y a quelque chose qui va au-delà de la prise en charge linguistique. C'est que vous êtes censé dire la vérité, rendre compte de l'engagement qui est le vôtre dans ce que vous dites. Ça va beaucoup plus loin, parce que si vous êtes convaincu de mensonge, vous savez bien, par exemple aux États-Unis, on peut vous opposer tout un tas de procédures d'impeachment. Donc ici, il me semble qu'il y a quelque chose dans la réception qui fait que la prise en charge est interprétée comme allant plus loin que la simple prise en charge.
ça vaut pour un engagement moral pour le candidat de dire ce qu'il fait et surtout de faire ce qu'il dit. D'accord? Et ça, cette idée, c'est au cœur du problème fondamental de la réception de ce discours. C'est-à-dire que ce discours a été reçu par l'opinion, et d'abord par Laurent Binet, qui raconte comment l'opinion, parce que tous les... Enfin bon, je vous raconterai ça demain. Donc, ce discours a été reçu comme un discours profondément de gauche, de transformation sociale. Et François Hollande, qui était présenté comme quelqu'un de très byzantin, comme quelqu'un qui était l'artisan de la synthèse, qui était capable de faire la synthèse de la carpe et du lapin, comme on dit en français, eh bien là, il était arrivé à persuader le public qu'il allait tout changer. Hein, rappelez-vous la formule, le changement c'est maintenant, la République c'est maintenant. Et cet engagement si fort, il a été tellement cru qu'il a suscité, dès le lendemain de sa prise de fonction, des déceptions. Parce que les actes qu'il prenait n'étaient jamais à la hauteur de l'engagement et de la réception. C'est-à-dire qu'au fond, il y a là quelque chose qui fait que même ce qui ne se présente pas comme des actes de langage de promesse, mais il y en a beaucoup, c'est un discours, c'est ressenti comme une promesse et comme une véritable parole d'évangile. Et là, je pense que ça excède la considération linguistique qu'on peut avoir pour la prise en charge, mais ça tient à la responsabilité, enfin ça tient à la situation et aux attentes des gens. Et donc aux rêves. C'est-à-dire que les gens, vous voyez, Laurent Binet le dit très bien à un moment, il le dit dans l'exemple 29, il croirait n'importe quoi. Donc il y a là quelque chose qui va au-delà de la simple prise en charge énonciative, vous voyez, et qui engage la croyance que l'on a dans l'engagement total et dans la vérité de ce que dit la personne qui parle. Et évidemment, c'est un problème. Le deuxième problème, et je ne vais faire que l'évoquer, mais je terminerai comme ça à 47, le deuxième problème, c'est que ça pose la question de la responsabilité. Et ça, c'est un autre niveau. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a une première responsabilité qui est celle de François Hollande dans son discours, dans la façon dont il a construit son discours, dans les engagements qu'il a pris. Le problème, c'est que si vous comparez le discours de François Hollande tel qu'il est enregistré, tel qu'il a été transcrit, avec la contextualisation qu'en fait Laurent Binet dans son roman, ça prend quand même une petite dizaine de pages. Donc il a cité beaucoup d'extraits du discours de François Hollande, mais ce qui est de la responsabilité de Laurent Binet, c'est qu'il ne cite aucun des moments dans lesquels François Hollande essaie de tempérer l'enthousiasme de la foule en disant « Attention, je vous promets, mais je sais ce sera difficile, je sais vous serez déçus ». Alors, je cite des exemples qui ne sont pas cités par Laurent Binet, mais sont les exemples 25, 26, 27 et 28. Ce sont des exemples qui sont dans le discours de François Hollande, mais que Laurent Binet ne reprend pas à son compte parce qu'au fond, il ne lui plaisent pas, il n'a pas envie de les entendre. Hein, toutes ces précautions que prend François, et en plus, ces précautions de François Hollande, elles émergent dans la péroraison de son discours. Donc c'est le moment absolument central, on sait très bien, dans une harangue politique. Donc il dit, attention, ce sera difficile. Et souvent, quand on a reproché à François Hollande, au fond, d'avoir trahi ses engagements, d'avoir trahi le peuple, parce que c'est ça la réception de ce discours. C'est l'idée d'une trahison, d'un trop beau discours qui a été trahi par les faits. Et François Hollande disait toujours, je n'ai rien trahi du tout, relisez mon discours du Bourget. Alors c'est vrai que si on relit le discours du Bourget, il y a bien ces mises en garde, mais elles sont exprimées d'une manière évidemment subliminale, elles sont exprimées beaucoup moins quantitativement que le promesse, mais c'est forcé dans un discours où vous devez emporter l'adhésion de la foule. Forcément, les règles du discours font que vous allez privilégier les promesses et que, bien sûr, vous marquez la difficulté de la tâche, mais vous ne vous attardez pas là-dessus, parce que si vous développez trop, vous allez dissuader les gens de voter pour vous. Donc, il y a là une difficulté. Ça, c'est la difficulté de François Hollande.
c'est aussi sa responsabilité. Mais la responsabilité de Laurent Binet dans la mise en scène qu'il fait, elle est autre. Parce que lui, tout en étant à la fin convaincu, voyez, il montre qu'il n'a pas envie d'entendre l'évocation des difficultés et qui justifierait objectivement que François Hollande, au fond, n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu parce que les difficultés étaient énormes. Donc si je conclus en 2 minutes, même pas, je dirais qu'il y a ici quelque chose qui me semble intéressant, que je développerai demain, donc je ne fais que le mentionner. Il y a l'idée d'un ethos qui est incorporé. Et cette dimension d'incorporation, je la théoriserai, je l'exemplifierai demain, parce que l'incorporation, c'est lorsque un candidat s'incorpore les valeurs de l'éthos prédiscursif de ce que c'est qu'un bon candidat de gauche, mais lorsque la foule fait corps avec cela, partage, et donc on a un seul corps, un unisson. Donc ça, je le verrai demain au titre de l'identité personnelle et de l'identité collective. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une co-construction de l'éthos, et cette co-construction, elle est opérée. Alors il y a une co-construction entre l'orateur, la foule, l'orateur, les autres dirigeants socialistes qui sont tous au début très réticents, puis à la fin qui vont être enthousiastes. Mais il y a aussi une co-construction entre le narrateur qui réécrit le discours de François Hollande et François Hollande. Et cette co-construction, elle est intéressante parce qu'elle montre que l'éthos discursif 1 et 2 n'est jamais aussi fort que lorsque l'éthos discursif rencontre les attentes de l'éthos prédiscursif. L'éthos prédiscursif, c'est au fond ce qu'il y a dans l'imaginaire du peuple de gauche, de ce que doit être un candidat de gauche. Et pour les Français, c'est de rejouer la sociale, de rejouer 1936, de rejouer le grand air du changement. Et Hollande colle à ça, et c'est particulièrement intéressant. Et puis il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, vous voyez bien, l'éthos, on pourrait dire, l'éthos c'est la même chose que l'idiolecte, etc. Mais je pense, enfin j'ai écrit plusieurs textes là-dessus, l'idiolecte, c'est vraiment des traits caractéristiques d'une personne. On peut d'ailleurs faire une relation entre l'idiolecte et le style. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais la distinction que je ferai entre l'idiolecte et l'éthos, c'est que l'éthos, c'est vraiment une présentation de soi qui est toujours à mettre en relation avec un contexte argumentatif. L'idiolecte, on n'est pas toujours dans un contexte argumentatif. La problématique est autre. Et ici, évidemment, la situation argumentative pèse sur le discours, sur les choix discursifs, sur les choix de l'éthos, et dans le même temps, comme on est dans une situation argumentative bien particulière, une situation institutionnelle, un discours politique, où ce qui est au cœur de la politique, c'est le nous, comme dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire le partage d'une communauté qui se rassemble autour de valeurs. Eh bien, à partir de ce moment-là, les valeurs qu'on associe au phénomène de prise en charge vont au-delà de ce que normalement on doit accorder au phénomène de prise en charge. Et je terminerai par cette remarque, pour ne pas trop dépasser le temps, 1 minute et demie. Oh. Merci. Et maintenant, l'espace est ouvert aux questions. Je voudrais poser une question en rapport à l'exemple 21. Je suis socialiste. Oui. J'ai compris que tu as dit qu'il n'y a pas, disons, il était une sorte, disons, ni d'accord ni de désaccord. Alors, ça me fait penser au positif, énonciatif. Comment est-ce que je pourrais faire un lien, un rapport avec ta proposition de 2015 dans le livre en hommage à Mengueno, où on a 3 positifs.
comment pourrais-je établir un rapport avec cet exemple, puisqu'il n'y a pas d'accord ni de désaccord? Alors, ici, là, donc, hein, je suis socialiste, dédicace spéciale à Jospin. Oui, merci, c'est une question importante. Alors, donc ça, c'est pris en charge, évidemment, par Hollande. Ça, c'est pris en charge par Laurent Binet. Et j'ai dit, il n'y a pas d'accord explicite, il n'y a pas de désaccord, donc j'ai dit il y a consonance. Hein, j'ai dit il y a consonance. C'est-à-dire que je pense que Laurent Binet ne fait qu'expliciter l'allusion qui était celle que voulait faire François Hollande pour dire « Moi, je ne suis pas Lionel Jospin. Moi, je m'engage à ce que mon programme soit socialiste. Je m'engage à changer. Le changement, c'est maintenant. » On est d'accord? Donc, il y a ce phénomène de consonance. Alors, s'il y a un phénomène de consonance, on peut dire que c'est un phénomène de coénonciation. C'est un phénomène de coénonciation. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a dans le... si vous m'avez suivi dans ce que j'ai dit dans ma première partie, où on a plein de commentaires distanciés, ironiques, autour du discours rapporté de François Hollande, le discours direct. Ça commence, les premiers exemples commencent par un point de vue surplombant. On est en surénonciation. Et parce que il y a, au fond, il y a un ethos de Laurent Binet, il y a des valeurs de Laurent Binet, et Laurent Binet pense que sa position de gauche, plus radicale, elle est supérieure à la position de François Hollande. Donc ça commence, cette histoire du discours de Laurent Binet, hein, du discours du Bourget raconté par Laurent Binet, ça commence par de la surénonciation et ça se termine par de la coénonciation. Parce que là, on a de la coénonciation, c'est-à-dire qu'on est entre l'homme politique de premier plan et celui qui va exalter cet homme politique, parce que c'est ce que fait Laurent Binet. Hein, même s'il n'était pas d'accord au départ, à la fin, quand même, il est bluffé par François Hollande. Il le dit à plusieurs occasions qu'il est quand même ébloui par... c'est quelqu'un de très intelligent. Hein, la politique qu'il a pu mener a pu décevoir, mais ça n'a rien à voir avec les qualités des gens. Et il est bluffé, on le sent, il le dit à plein d'occasions, mais surtout, la coénonciation, c'est le moment où se noue une connivence entre l'homme politique et l'artiste, mais qui est elle-même l'annonce de la connivence entre l'homme politique et le peuple de gauche et le camp de la gauche qui espère. Donc on est là dans un phénomène de coénonciation. Parce qu'il ne fait qu'expliciter l'implicite du discours, mais c'est le même point de vue. Daniel. Très intéressé par les formes de dire, d'abord une question générale. La distinction entre le dire et le montrer est philosophique. Oui, bien sûr. Wittgenstein, bien sûr. Par exemple, et alors, davantage la distinction entre ce qui est montré et ce qui est dit, si ce qui est montré peut être dit ou pas, et alors il y a différents niveaux, comme on a vu. Et ma deuxième question, c'est sur les formes du dire et les formes du montrer. Évidemment, du point de vue philosophique, il apparaît que dans le texte de plusieurs charges, il y a toute une série d'actes définitoire, de premier, de deuxième niveau. Hein. On peut critiquer, accepter. Il y a toute une série aussi d'attitudes que l'on peut exprimer. Et
Alors, oui, d'ailleurs, merci de cette question parce qu'elle est importante et j'en parle pas dans mon papier et je m'aperçois parce qu'il est déjà très long, mais il faudrait le faire sans doute. Mais c'est aussi que je l'ai fait ailleurs, donc bon, mais il faudrait le faire. Donc évidemment, hein, la distinction dire-montrer, bon, je l'ai à peine dit, son fondement, effectivement, c'est Wittgenstein. Hein, bon. Et sauf que c'est quand même assez compliqué, moi je trouve, Wittgenstein, le passage entre sa conception, mais c'est de la philosophie du langage, mais quand on regarde d'un point de vue linguistique, je pense que c'est assez compliqué. Et j'ai participé à un livre où on a beaucoup travaillé sur cette question de l'opposition dire-montrer, en s'appuyant bien sûr sur d'abord les travaux de Wittgenstein, puis ensuite bien sûr hein, l'opposition qui est formulée par Ducrot entre le locuteur lambda, le locuteur exemplifié aussi par Nolke, etc., c'est-à-dire toutes les formes, au fond, qui échappent à la négation, à l'interrogation, etc., toutes ces formes montrées du type, bon, j'ai cité des adverbes, aïe, etc., par rapport à j'ai mal, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, là-dessus, on reprend quelques formes de Wittgenstein, hein. On est relativement d'accord. Donc, bon, bah, je pense qu'il faudrait le faire. Le problème quand même, c'est que la distinction entre... Alors, ce qui est montré peut être dit par d'autres moyens linguistiques, évidemment, hein, je peux dire aïe, je peux dire j'ai mal, je peux dire... Bon, et le problème de la distinction dire-montrer, c'est l'exemple de Minguenot hein, que j'ai analysé quand il dit qu'on a un ethos dit sans ethos montré, et où certaines formes pourraient être analysées comme des formes de l'ethos montré, donc au fond l'expression d'une modalité, d'une subjectivité, ou alors comme des formes de catégories objectives et indépendamment de tout jugement modal sur cette question. Donc c'est compliqué quand même. Hein. C'est pour ça que personnellement, alors déjà c'est très difficile de lire le Tractatus, etc. Hein, c'est pas, ou d'autres textes de Wittgenstein, mais il y a un passage quand on regarde la matérialité linguistique où l'opposition elle n'est pas si simple que ça. Parce que vous pouvez, en effet, transformer, contrairement à ce que dit Wittgenstein à un certain moment, ce qui est dit peut être montré, etc. Voilà, on est devant de sacrées difficultés. Mais en tout cas, je retiens la suggestion qu'il va falloir que je... Ouais. Oui. Mais j'aimerais bien discuter avec toi là-dessus aussi, peut-être sur ces questions, parce que c'est quand même très difficile. Hein. Et quand je lisais l'article là, de Minguenot, qui est très suggestif, je me disais, son petit système, il est un peu... il est stimulant, parce qu'il joue sur la déliaison, mais dans le même temps, comme il joue sur la déliaison, ben, il montre à quel point c'est compliqué, la distinction d'y montrer. Mais bon, je ne l'ai pas précisé ici, parce qu'il y a un consensus, mais le consensus, il met la difficulté sous le tapis. Hein, il y a un consensus parce qu'on prend toujours les mêmes exemples pour distinguer ce qui est dit et montré. Hein, alors évidemment, quand on prend ces exemples-là dans les cours, ça va bien, mais quand on prend les textes et qu'on dit c'est montré ou c'est dit, c'est pas la même chose. Hein. Je suis bien d'accord là. Mais c'est un peu ce que j'essaie de dire hein, quand même là-dessus. Mais j'aurais dû, mais bon, c'est déjà très long mon texte, mais je vais faire des renvois à des choses. Parce que dans le livre qui a été publié par Hugues de Chanet, des collègues, qui est publié aux éditions universitaires de Chambéry, qui doit dater de 2013, dans ce livre, je théorise déjà un ethos montré d'eux, différent à travers le point de vue, par exemple. Parce que ce qui est dit et montré, c'est toujours rapporté au locuteur primaire, hein, pour Wittgenstein, etc. Et moi, avec ma théorie du point de vue, il y a
un montré ou un dit qui renvoie à des énonciateurs seconds non locuteurs. Donc ça complexifie la question de la monstration. Alors ça, je l'avais déjà pas mal dit. Et ici, c'est pas le cas parce que François Hollande n'est pas un personnage de roman, il a son autonomie, il a sa sphère de discours direct, mais évidemment, il y a quand même cette tension. Et donc, je devrais faire le rapport avec ce que j'ai dit. Ainda tem algum? Então, né? Nem comentário. Comentário, a gente precisa estudar muito. Necessário. On a besoin de tout. C'est un peu compliqué le texte. Hein. C'est ça, c'est plutôt un commentaire. Hein. On se rend compte qu'on doit étudier beaucoup. Hein. Piocher là-dedans. Oui, Mais je trouve que c'est... Ça, c'est très, très... Je vais vous dire, c'est passionnant parce que... Alors, C'est passionnant. mais le texte, je pense que je l'ai envoyé à Grassin. Hein. Oui. Bon, il n'a pas été encore expertisé, mais bon, enfin, c'est complexe. Et mais Daniel a raison, il faut que je rajoute les choses. C'est évident, mais c'est pas évident. Non, mais c'est pas évident de toute façon. Mais pour nous, ça prise attention pour approfondir. Et puis sur la prise en charge, ça dit des choses nouvelles sur le phénomène de la prise en charge dans certains contextes politiques ou judiciaires. C'est élargi, ça élargit le Enfin, ça excède ce qu'on attend de la prise en charge en général. au-delà de ce que fait linguistique. Oui, on est au-delà du lingue. On est presque dans du judiciaire, du religieux, quelque chose de partage. Mais il faut le rendre c'est comme quand... Et même, on pourrait considérer que c'est presque du performatif à la fin. C'est des engagements presque performatifs. Bon, j'arrête. On a beaucoup